Alors ce matin, on va travailler sur les passions, c'est-à-dire sur la deuxième dimension de la vie sensible. On a pris le temps la dernière fois de voir la richesse de ce que la sensation permet au vivant animal. Et maintenant, on va voir... alors, c'est très important de le prendre à la fois chez l'humain et chez l'homme. Dans le domaine de la sensation, il n'y a pas énormément de différence entre l'animal et l'homme. Si ce n'est qu'après ça, on le verra avec l'intelligence. Dans l'homme, l'intelligence se sert de la sensation pour développer ce que la sensation n'est pas capable de nous donner, c'est-à-dire la connaissance de la réalité dans ce qu'elle est. Vous voyez, la sensation reste, on pourrait dire, à l'extérieur de la chose. L'intelligence va être cette capacité extraordinaire qu'il y a dans l'humain de saisir, c'est très bizarre cette capacité que nous avons, de saisir les choses de l'intérieur. D'être capable pas simplement de constater la différence matérielle entre une vache et un lapin, mais de les connaître, c'est-à-dire presque de pouvoir aller dans la chose. L'intelligence, elle me permet d'aller dans la chose. Si c'est une intelligence qui apprend, parce que ça s'apprend ça, on peut rester dans une intelligence purement descriptive, c'est-à-dire que on voit les choses, puis on le verra, on réagit. On réagit à ce que l'on perçoit de l'extérieur. Ou alors, on passe de la perception à l'attention. L'attention à quelque chose ou à quelqu'un, c'est de passer de la perception au fait d'aller plus loin que la perception, de se servir de la perception pour percevoir de l'intérieur ce qu'est la chose elle-même. Et de nouveau, c'est un des grands enjeux éducatifs, c'est un énorme enjeu éducatif aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend absolument plus aux enfants, en fait, à aller dans les choses. On leur donne de la perception et on leur donne de l'information. Mais la perception plus l'information, ça ne fait pas de la connaissance. Ça fait, comment vous dire ça ? Ça fait qu'on arrive à classer les choses dans son mental et puis qu'on réagit à ce qu'on perçoit. Donc en fait, on reste, comprenez bien, et c'est en fait gravissime, on reste des étrangers aux choses. Or c'est très angoissant pour quelqu'un qui est fait intrinsèquement pour aller connaître les choses dans ce qu'elle est, de rester à l'extérieur. C'est en fait, vous voyez, ça c'est pas une source de l'angoisse de type traumatique parce que ta mère t'a battu ou que ton papa t'aimait pas. C'est une source d'angoisse qui est très primaire, extrêmement primaire. Et c'est pas facile parce qu'on est dans une culture, et donc ça touche pas que les enfants, on est dans un mode de fonctionnement social et dans une culture qui te renvoie de moins en moins à ce que sont les choses et à ta capacité de les comprendre. C'est frappant, dans l'ordre de la mode, ça s'appelle shine, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir la composition. Enfin, tu vois le truc marqué composition, on te dit, mais tu n'as plus de perception de l'objet. Tu n'as plus de perception de ni si c'est approprié. Vous voyez, c'est que de l'image. Vous savez, quand on était petit, on découpait des trucs en papier comme ça, où tu rajoutais les vêtements. Tu sais, tu as un petit personnage en carton, tu rajoutais les vêtements dessus. Alors, tu pouvais faire voilà, donc, le même, ça pouvait être un vêtement du 17e ou un vêtement... Eh bien, aujourd'hui, la personne elle-même, elle se considère comme ça. Ton corps n'est que le porte-manteau de ton apparence. Donc, c'est pour dire que voilà, il y a un enjeu énorme, c'est pour ça qu'on a pris le temps de le faire, de voir qu'est-ce que c'est que cette richesse de la connaissance sensible qui, dans l'humain, c'est une mise en appétit de l'intelligence pour aller connaître les choses. Plus tu es attentif dans ta sensibilité, dans ton intelligence, à ce qu'est concrètement la chose et le détail de la chose, plus ton intelligence est éveillée dans le désir de passer de cet apparaître à l'être même de la chose. Et de nouveau, si on ne t'initie pas à ça, en fait, enfin plus que ça, si tu étais dans une situation naturelle, naturellement l'intelligence va vers ça. Mais si culturellement, idéologiquement, c'est un peu comme le matérialisme, c'est très impressionnant de voir, quand vous allez en Chine, de voir les gens qui ont grandi dans une culture purement matérialiste.
C'est extrêmement frappant de voir que c'est comme si on avait éteint la possibilité d'accéder à leur personne. Non pas, vous voyez, ils ne sont pas quelqu'un. Alors je dis, pourquoi est-ce qu'on voit le contraste? Parce que vous dialoguez, vous allez à Taïwan, par exemple, où les gens, au contraire, ont grandi avec toute la richesse culturelle de la Chine, sans y renoncer par la révolution culturelle, et qui, en plus, se sont enrichis du personnalisme sous-jacent à l'Occident. Donc là, vous avez, d'une certaine manière, une culture chinoise aboutie, qui aboutit à la personne. Alors quand vous voyez des chrétiens, c'est encore plus. Parce que le chrétien, par définition, c'est celui qui découvre qu'il vaut quelque chose, puisque Dieu est mort pour lui. Donc, donc le contraste entre des gens de la même culture qui sont dans un non-accès à leur être, et ceux qui savent que cet être, il est habité par Dieu, c'est impressionnant. Voilà. Ça, c'est la première dimension. Je vous disais, c'est très analogue chez l'homme et l'animal, à la différence, c'est ça de l'intelligence, qui est quand même pas rien. Mais il y a un deuxième domaine de la vie sensible, c'est la réactivité du sujet, on l'avait déjà vu. Ce qu'on appelle les émotions, les passions. L'animal ne se contente pas de percevoir l'être matériel des choses, il le situe par rapport à lui, par expérience, puis progressivement par intuition, parce qu'il y a une acquisition dans l'expérience, il y a même un héritage de la mémoire collective chez les animaux. Il ressent, et cette réaction, la différence avec la sensation, c'est qu'elle va avoir un effet, elle va le mettre en mouvement de manière tout à fait différente. Il ressent ce qui lui est faste et ce qui lui est néfaste. Il perçoit ce qui rentre en résonance positive avec lui et ce qui rentre en résonance négative avec lui. C'est très frappant chez les animaux. L'animal n'a pas besoin d'avoir fait l'expérience du prédateur pour savoir qu'il est prédateur. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'ailleurs de savoir quel est l'inné, quel est l'acquis là-dessus, chez l'animal. Est-ce que la brebis, alors les brebis, ça n'a pas tellement le sens du prédateur, mais les gazelles, ou je ne sais pas trop quoi, ou les serpents, ou les animaux ont le sens de ce qui les menace. Et ils l'ont instinctivement dès la mise au monde. Ce qui montre bien qu'il y a une inscription sans doute par le corps, mais qui s'imprime dans la mémoire, cette empreinte dans le corps informe la mémoire vivante de l'animal, qui du coup ressent instinctivement, sans avoir eu besoin de l'apprendre, que la chose est dangereuse. Il y a des choses, il l'apprend. Oui, l'animal apprend que tel humain est dangereux, que tel humain lui est favorable et que tel humain lui est défavorable. Il y a une acquisition là. Quand il est dans son milieu naturel, on voit bien que transgénérationnellement, l'animal a l'information dans la mémoire de ce qui lui est dangereux ou de ce qui lui est favorable, mais quand il est dans un autre environnement que celui qui est naturel, c'est différent, il acquiert. Mais dans les deux cas, vous voyez bien, ça commence par la nourriture. L'animal a de l'aversion, les odeurs le préviennent. Pourquoi est-ce que des odeurs sont répulsives pour certains animaux, attractifs pour d'autres? Même d'ailleurs chez les humains, pourquoi vous aimez certains parfums et vous n'aimez pas d'autres parfums? Pourquoi est-ce que certains parfums vous donnent une envie de fuir et d'autres vous attirent? C'est très bizarre, Et donc, cette réactivité de l'animal, elle présuppose quelque chose du côté de la connaissance. Parce que il faut bien que je connaisse ce qui m'est... Vous voyez, cette réaction, elle est fondée sur une connaissance. Il faut bien que je connaisse ce qui m'est favorable et ce qui m'est défavorable. Cette connaissance, c'est ce qu'on appelle l'estimative ou la cogitative. C'est pas grave. Aujourd'hui, on appellerait ça l'intelligence. À tort d'ailleurs. On appelle ça l'intelligence de l'animal ou l'intelligence... On appelle ça des fois l'instinct ou l'intelligence instinctive. Le Moyen-Âge appelait ça l'estimative pour l'animal, c'est-à-dire cette capacité d'apprécier le danger des choses, ou la cogitative. Un animal est capable d'apprécier un danger. L'appréciation d'un danger, ce n'est pas de la connaissance sensorielle pure.
Vous voyez, comment vous pouvez savoir comment le chat est-il capable de savoir qu'il peut sauter de cette hauteur-là, se retourner et retomber sur ses pattes sans se casser la figure? Il n'a pas un ordinateur qui calcule les distances, qui lui fait, vous voyez, une moyenne de la mécanique des fluides et de la mécanique des solides pour aboutir à la résultat. Tu peux essayer, ou alors alerte, vous savez, ça s'allume, tu ne peux pas le faire. Non. Il y a dans l'animal une connaissance, il est capable de synthétiser sa connaissance sensible et de rapporter cette connaissance sensible des choses à lui-même. C'est énorme ça. Ça veut dire qu'on a une connaissance sensible de nous, de notre corps, de nos capacités physico-psychiques. On a une connaissance sensible de ce que sont les choses, mais on a aussi la connaissance sensible qui s'acquiert progressivement, pour le coup, sauf quand elle est transmise par mémoire, de l'appréciation qu'il y a entre le sujet que je suis et les objets qui m'entourent. D'accord ? Comment vous faites quand vous avez 75 ans pour bien pressentir là que le sac de 100 kilos, vous n'allez pas le soulever sur les épaules de la même manière physiquement que quand vous aviez 20 ans? Comment vous faites pour anticiper? Alors, c'est par expérience. Oui, enfin, vous ne soulevez pas des sacs de sable toutes les 30 secondes. Comment vous faites pour calculer le bon temps qu'il vous faut avec la lenteur de préparation avant le voyage? Vous savez, ça dépend des personnes. Vous avez des gens, ils attendent la dernière minute, ils font tout en 15 secondes. Vous en avez, ils ont besoin de... C'est quoi ça? C'est pas, comprenez bien, ça relève pas de la sagesse et de la vitesse légale en vous, hein, ça relève de l'animal qui anticipe ce dont il a besoin. La cogitative et l'estimative, c'est l'appréciation sensible du besoin. Et donc, la cogitative, l'estimative chez l'animal, cette intelligence instinctive, elle apprécie les sympathies et les antipathies. D'ailleurs, c'est vrai même chez les animaux. Vous avez des animaux, ils vont pas bien, des races de chiens par exemple, ou même les animaux entre eux, ils vont pas bien ensemble. Vous avez, dans un troupeau, toutes les brebis vous en avez qui sont toujours collées l'une à l'autre. C'est pas, regardez de près, hein, normalement un bon berger, peut-être pas quand il en a 100, mais quand il en a moins de 100, il connaît presque chaque brebis, hein, il les repère, pas toutes, mais enfin, il y en a quand même c'est impressionnant la manière dont il arrive à les différencier. Un peu comme un Africain qui débarque chez les Blancs ou un Blanc qui débarque chez des Africains, on a l'impression qu'ils sont tous noirs ou qu'ils sont tous blancs, puis tu t'aperçois au bout d'un certain temps. Vous savez, à la police des frontières, c'est très difficile pour un Blanc de discerner entre deux Camerounais, mais à la frontière chinoise, c'est très difficile pour un Chinois de distinguer entre deux Blancs, quoi. Nous, on dit, bien sûr, lui, il est italien, alors que lui, il est suédois. Voilà. Et un Africain te dit, oui, lui, c'est un Sérère, et l'autre, c'est un Bantou. Voilà, et donc c'est pour dire que il y a même chez les animaux une connaturalité, un ajustement les uns aux autres. On voit bien, il y a ceux qui nous sont, on appelle ça les atomes crochus ou pas les atomes crochus, et spontanément, il y a des gens, d'ailleurs c'est ce sur quoi travaille d'ailleurs intelligemment la vraie astrologie, c'est-à-dire de voir que la configuration psychosensorielle des individus est variable, pas simplement à cause de leur histoire, hein, je parle basiquement, très basiquement. Et que donc, les uns ne s'agencent pas facilement nécessairement avec les autres. Et donc, vous voyez bien la différence, c'est que la connaissance sensorielle primaire, elle me met en référence à l'objet. Là, j'intègre et je peux me percevoir sensoriellement comme un objet, ce qu'on appelle, on l'a vu, la proprioception. Mais là, je suis capable d'apprécier la relation de sujet que je suis à objet. Vous voyez, la cogitative, elle est autocentrée, elle est relative à moi, elle n'est pas en soi. La connaissance sensorielle, elle a quelque chose en soi, alors que là, je vois ce qui me menace ou ce qui ne me menace pas. Et donc, on pourrait presque dire que, parce que l'organe de cette cogitative, c'est le cerveau, et on voit bien que le cerveau, c'est le centre de l'action. Là, je parle du côté des animaux, hein. Je ne parle pas du cerveau du côté de l'intelligence. Et on voit bien que la finalité de cette synthèse sensitive, c'est d'optimiser le vivant que je suis. C'est presque l'intelligence d'usage des choses. D'accord ? On pourrait dire ça comme ça.
C'est une forme de, comment vous dire ça, de sensorialité pratique opératoire. C'est ça qui fait qu'un animal est astucieux. Il va prendre des détours, il va, vous voyez, c'est ruser un animal. D'où ça vient la ruse? C'est pas la sensation qui me donne la ruse. C'est vraiment la cogitative. C'est l'appréciation du relief, vous voyez, de ce qui est dangereux ou pas dangereux. D'ailleurs, c'est comme ça que font les gens aussi. Si vous regardez bien, il y a des gens, à part quand on faisait autrefois son service militaire, que vous croiserez jamais dans votre vie. Vous voyez, parce que votre instinct cogitatif et celui de l'autre fait que vous évitez même à distance. Vous voyez, vous ne fréquentez pas les mêmes milieux. Pourquoi? Ça peut être pour la représentation sociale, mais ça peut être aussi très instinctif. Ça, c'est du côté de la connaissance. Ensuite, vous voyez bien que ce type de connaissance est jumelé avec de la réactivité. Ce qui me plaît m'attire, ce qui m'agresse me fait fuir. Et cette réactivité émotive, dont un des grands enjeux de la vie humaine, selon les philosophes depuis la nuit des temps, et même des religions, c'est qu'est-ce que je fais avec les passions? Comment faire pour ne pas être la proie de mes passions, de mes émotions, c'est-à-dire de n'être qu'une girouette émotive. Donc c'est une grande question, ça c'est chez les humains. Mais les animaux n'ont pas ce problème. Vous voyez pas tout d'un coup une poule faire un drame au milieu des autres en se prenant pour une victime grave qui réclame que tout le monde soit attentif à elle. Vous voyez pas la poule qui fait et puis il y a toutes les poules qui viennent pour s'en intéresser. Vous voyez, non, c'est les poules qui fait tant pis, les autres n'ont rien à foutre. Vous voyez, vous n'avez pas. Alors bien sûr qu'il y a une certaine empathie minimum du géniteur ou de la génitrice sur l'animal qui est engendré. Mais, et qu'il peut y avoir une certaine forme de solidarité, pour le coup, chez certains animaux. C'est très bizarre, c'est que, alors que l'animal domestique est capable de développer une empathie vis-à-vis de son maître, il n'est pas du tout capable de développer la même empathie vis-à-vis de son semblable. Un chien ne traverse pas la France pour retrouver un autre chien. C'est ma copine, je l'ai perdue de vue. Non, il ne traverse pas du tout la cour, la France. Il traverse la cour. Alors qu'un chien est capable de faire des centaines de kilomètres pour retrouver son maître. Donc c'est pour dire que il y a là je dis juste parce que ça veut dire que chez les animaux domestiques, il y a un développement passionnel par interaction avec l'humain qui est très spécifique, très intéressant à regarder d'ailleurs. Et de regarder à quelles conditions ça permet à l'humain lui-même de se pacifier ou de se structurer passionnellement, et au contraire, quand ça, vous voyez bien, un animal, ça peut vous faire régresser ou vous faire progresser. Ça dépend complètement précisément de la relation de l'émotion de l'animal à votre émotion qui est la vôtre. Et d'ailleurs, j'allais presque dire, il y a certains animaux qui peuvent vous faire régresser par leur configuration passionnelle, et d'autres qui vous feront progresser. Et donc, vous voyez bien, ce qu'on appelle le caractère qui existe chez l'animal aussi. Ce n'est pas simplement les propriétés sensibles, c'est aussi ce qu'on appellerait les capacités réactionnelles. Vous avez des chiens de chasse, vous avez des animaux qui sont des chasseurs. L'aigle, c'est un chasseur. Manifestement pas l'escargot ou la limace. Le moustique ou l'araignée sont plutôt des agresseurs. Les mouches, à part, comment elles s'appellent, les mouches qui mordent là? Elles ont un nom spécial, les mouches qui mordent. Non, des mouches qui mordent. Elles piquent pas, elles mordent. Au sang d'ailleurs, hein. Ça s'appelle... Non, c'est pas des tans, c'est des mouches. Hein? La mouche plate. C'est une mouche qui se déloge dans certaines régions, il y en avait là-bas du côté d'Avignon. C'est impressionnant, mais elles te mordent. T'es couvert de petites... C'est pas des boutons. Il n'y a pas de venin, c'est de la morsure. Et donc, voilà, donc c'est pour dire, voilà, à part ces mouches-là, les autres mouches, c'est très bizarre. Les moucherons, par exemple, j'avais des moucherons. Les moucherons, c'est pas les petits moustiques. Hein. Entre les aoutas et les moucherons, il y a un monde. Il y en a un, il te pique. L'autre, non, il volette. Bêtement. Voilà. Et donc, les animaux ont des... Oui, on voit bien la différence entre un paresseux et un ours. C'est pas, vous voyez bien, la configuration émotive est quand même pas du tout la même. Même d'ailleurs dans le même monde, dans le monde des insectes, où on pourrait prendre les gastéropodes, vous pouvez prendre tous les mondes que vous voulez, vous verrez qu'il y a, même d'ailleurs entre le mouton et la chèvre, c'est pas du tout la même configuration émotive.
Alors, tu peux avoir des moutons irascibles et des chèvres endormies, mais... Et donc, cette configuration émotive, qu'est-ce que c'est que c'est ce qu'on appelle là les émotions, la réactivité vitale. Donc, vous voyez bien, là, on n'est plus du tout... Ça présuppose la connaissance, mais cette émotion, elle positionne le sujet face à un objet. Et elle le positionne de manière subjective, singulière, individuée. Tous les vivants voient à la mesure de leur capacité organique. Mais les mêmes vivants, qui ont les mêmes organes, voient la même chose. Les animaux, tous les vivants entendent selon leur capacité organique d'audition. Mais tous ceux qui ont la même structure auditive entendent la même chose. Il n'y a pas un qui dit « moi j'entends un si, toi t'entends un do ». Non. Tu entends la même musique, la même musique, tu entends la même note, tu vois la même couleur. Tu sens le même goût, il peut te plaire ou pas te plaire. Tu peux aimer ça ou pas l'aimer, mais ça c'est l'émotion. Pourquoi tu as des gens qui disent « ah c'est délicieux, là c'est dégueulasse, c'est pourri ». Le fromage, hein. Le fromage bien avancé. Qui dit « ah c'est délicieux ». Ça se mange à la cuillère, les autres qui disent « mais ça c'est direct la poubelle, tu vois ». Mais pas du tout, la viande faisandée. La gastronomie c'est extraordinaire, la palette des réactions. C'est extrêmement bien cuit, c'est de haut niveau, c'est de la cuisine absolument 4 étoiles. Et toi, tu as l'impression qu'on te sert de la face. Je me souviens très bien d'un frère revenant, un frère africain revenant d'une famille disant bon, alors c'était bon, ben, il dit on a mangé un truc bizarre qui avait le goût d'eau de vaisselle, avec du riz et de la sauce blanche. Et à ce moment-là, tu as le frère qui dit non, c'était de la blanquette de veau à l'ancienne. Pour lui, c'était absolument insipide. Tu prends du piment camerounais, toi tu vas chercher l'extincteur, alors que le frère africain te dit mais pas du tout, c'est plein de nuances, toi tu perçois 0 nuance, t'as la bouche en feu. Voilà. Donc cette réactivité émotionnelle, évidemment ça fait partie, ça fait partie philosophiquement mais aussi empiriquement des choses les plus difficiles à percevoir. Très bizarre, hein? Pourquoi? Parce que c'est notre subjectivité animale primaire. Et donc, la perception de l'émotion est elle-même émotive. L'enfant, vous avez jamais remarqué, un enfant se met à pleurer. Tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il pleure, et il pleure encore plus. Puis vous avez, c'est l'inverse. Vous avez des gens qui ont l'alcool joyeux, ils commencent à rire. Ils s'aperçoivent qu'ils rient, ils rient encore plus. Et à un moment, ils ne savent même plus pourquoi ils rient d'ailleurs. De choses débiles. Et l'autre, il est triste tellement c'est bête ce que dit l'autre, et l'autre est éclaté de rire. Donc ça donne des émotions. Voilà. Les circonstances, ce que tu as assimilé en termes de nourriture ou d'adjuvant te met dans un état variable. Pourquoi la cigarette t'anesthésie ta relation réelle pour atténuer les chocs? Mais pas autant que de fumer du hashish ou de la marijuana. Et pourquoi l'alcool fait un effet chez les uns et pas chez les autres? Et pourquoi le sucre? Donc vous voyez bien, c'est là qu'on voit d'ailleurs que l'émotivité, elle est liée à toute la vie végétative aussi. Vous voyez, c'est très le sujet, l'émotivité. De nouveau, là, je perçois mieux que la sensation, elle me sort de moi-même. Elle est extatique, la sensation. Elle est un commencement, oui, de relation objective au monde. Donc c'est très intéressant. Même l'animal, elle le sort de sa pure subjectivité. Mais, on va le voir, l'émotion, elle va me permettre, du coup, je le pressens aussi, d'optimiser ma subjectivité. Donc de faire des choses plus appropriées à l'individu que je suis. Pas seulement de faire des choses standards. Vous n'avez jamais vu un minéral qui tout d'un coup dit « Ah ouais, non mais moi ce qui me conviendrait mieux, c'est plutôt ça ». Non, s'il n'a pas ça dans son environnement, même un arbre. Il n'y a pas de passion chez les arbres, il y a une réactivité vitale primaire, malgré tout. La réaction des arbres à l'agression qu'ils peuvent subir par un virus ou un parasite peut varier d'un arbre à l'autre. Pourquoi lui attraper la maladie et l'autre pas? C'est très bizarre. Donc même chez l'arbre, tu as un commencement. Alors c'est pas du tout la même chose parce que c'est pas une réactivité vitale. Elle n'a pas du tout la même intensité. Puis surtout, elle n'implique pas de perception de soi. Alors évidemment, la perception de soi du moucheron est plus difficile à percevoir que la perception de soi d'un cheval de course. Mais voilà, je perçois que chez l'animal, il se préserve l'animal.
il réagit instantanément. Un arbre ne se retire pas sous l'effet de la hache, en disant aïe. Il se laisse saigner, c'est comme ça qu'on récolte la sève. Et donc, donc la perception que j'ai des émotions n'est pas facile, parce que j'ai du mal à les objectiver. Parce qu'elles ne relèvent pas d'abord, vous voyez, c'est intéressant pour l'intelligence d'ailleurs, elles ne relèvent pas d'abord de la caractérisation sensorielle immédiate. Voilà. Vous voyez bien que les gens sont petits, grands, ils sont habillés comme ça, vous pouvez catégoriser quelqu'un de plein de manières sensoriellement, avant de le caractériser émotionnellement, vous n'êtes pas bien parti. Ce qu'on fait toute la journée. Hein. On passe son temps à caractériser les jugements qu'on pose sur les gens. Ce n'est pas sur le fait qu'il est petit, gros, chauve, vieux ou jeune, ou qu'il a les cheveux bleus ou bruns. C'est que c'est un débile, ou un type génial, ou une femme embêtante, ou au contraire, réincarnation de la Vierge Marie, tout ce que vous voulez. Enfin, vous voyez, on est très, dans la perception subjective de la subjectivité d'autrui, on est à fond la caisse, dans la projection, c'est ça que je veux dire. Et avant d'arriver, et c'est très bizarre, parce que même quand on connaît quelqu'un, il faut quoi? Il faut 20 ans d'amitié, et encore, pour arriver à entrevoir l'architecture affective de l'autre. Parce que comme tu l'aperçois qu'à travers la tienne, et qu'elle est subjective, bah bizarrement, tu loues tout ce qui te ressemble et qui t'arrange, tu fuis tout ce qui te ressemble et qui t'arrange pas, voilà, tu trouves absolument génial ce qui te manque, mais qui a chez l'autre et qui met à ta disposition. Tu jalouses ce qu'il y a l'autre que tu n'as pas, mais qui ne met pas à ta disposition. Enfin bon, très vite, c'est compliqué. Hein. Et ça, tu n'as pas besoin d'avoir réfléchi pour que ça se mette en marche. Ça montre aussi que l'émotivité n'est pas sous le contrôle de l'intelligence. Et elle est très lentement, on le verra, sous le contrôle, pas sous le contrôle d'ailleurs, de la volonté. Qu'est-ce que la volonté fait avec ce truc-là? Donc ça veut dire, je suis en train de vous dire que, avant d'arriver dans mon intelligence à cerner l'objectivité de ce que c'est que, comme tel, le monde passionnel, et ce que c'est que le mien, il faut du temps. En plus, je devance, notre affectivité s'étant construite, comment dire ça? Chez l'animal, la finalité végétative, de l'autoconservation et de la génération, on va dire plus l'optimisation de cette qualité vitale que permet la cogitative, tient lieu de chemin d'existence. Donc l'animal, il est tellement propulsé vers sa fin, comprenez bien ce que je veux dire, que les aléas, je ne sais pas trop quoi, vous voyez, il est menacé, le petit oiseau qui est menacé par un prédateur quand il avait 3 semaines, il y a 20 ans plus tard, il n'est pas là en train de dire « Ah, horreur et damnation, un jour quelqu'un a manqué de m'agresser ». Enfin, vous voyez, comment dire ça? Parce que la puissance vitale, l'animal, il est adunum, il est orienté que dans un sens. L'humain, pas. L'humain, sa fin n'est pas végétative et sa finalité n'est pas sensible. Et sa finalité n'est atteignable que parce que si elle est identifiée par son intelligence et voulue par sa volonté. Donc c'est une toute autre paire de manches. Et donc du coup, sur ce chemin, comment dire ça? Ça veut dire que dès qu'il est petit, l'enfant, alors qu'il n'est pas capable encore de se mobiliser par soi-même intelligemment sur son affectivité, est déjà orienté vers la recherche d'une fin profonde. Et donc tout ce qui, sensoriellement ou émotivement, lui apparaît comme un obstacle à l'idée qu'il se fait de la fin, le traumatise. En dire, donc on a tous notre dose. Tu vois, en gros, tu nais avec une soif de la fidélité qui finalement, c'est une soif de Dieu. Hein. Je ne parle pas de la soif de la communion théologale avec Dieu. Ça, c'est la grâce. Donc si on te baptise, c'est encore pire. On augmente le trauma. On donne l'antidote, mais on augmente le trauma puisqu'on te propulse. Vitalement, tu es propulsé vers une fin encore infiniment plus grande que celle que tu devrais atteindre humainement. Mais ça veut dire qu'un enfant, quand il vient de naître, il est déjà intrinsèquement en aspiration irréversible d'une bonté spirituelle et d'une lumière spirituelle, d'une vérité spirituelle et d'un bien spirituel. Et par la grâce d'un bien qu'est Dieu en lui-même, vécu avec lui, en lui. Bon. Mais avec quels moyens ? Eh bien, que les moyens qu'on veut bien mettre à sa disposition avec l'inintelligence avec laquelle on le met à sa disposition au moment où on le fait. D'accord ? Donc la perception des obstacles au chemin vers la fin
est beaucoup plus forte chez un enfant que chez un animal. Alors bien sûr, tu peux les dresser comme des animaux. D'accord? Mais précisément, ça c'est bien, ça construit un trauma structurel. C'est mieux. Comme si tu lui mettais, comme Forrest Gump, un corset artificiel qui fait que de toute façon, tu seras comme un animal, mon fils. Il n'est pas question qu'il y ait la moindre émergence, ni ton affectivité, je ne sais pas trop quoi, aimante, ni ta... Voilà. Donc voilà, donc c'est pour dire que le cas de l'humain est très spécifique, raison de plus d'ailleurs pour apprivoiser à l'école aussi des animaux l'affectivité, pour après ça aller vers la connaissance de ce qu'a été mon histoire affective, l'histoire affective de l'animal. Alors si, c'est possible. Un animal que tu frappes, que tu tyrannises, oui, ou je présume, je ne suis pas assez compétent, mais je présume qu'un animal qui a dû sauver sa vie plusieurs fois dans la toute première phase de son existence face à un prédateur, a sans doute un sens de ce que c'est que le prédateur et un instinct de fuite plus structuré que les autres. C'est bien possible. Vous voyez, mais c'est des petites variantes. Alors que l'humain, parce qu'il a cette soif spirituelle qui le rend plus déterminé et plus vulnérable, va encaisser la perception des obstacles, vous voyez, ou au contraire des choses qui devraient l'aider, avec les moyens d'un enfant. C'est-à-dire avec une rationalité faible et une intelligence très intense. Pas facile ça. Vous voyez, rationalité faible, donc tu ne gères pas bien la complexité des choses, mais tu as une intensité vitale qui est pure. Donc c'est un peu dangereux en fait. C'est un risque, comme dit Heidegger, on est jeté dans le monde avec une capacité d'adaptation beaucoup plus lente que l'animal. Et avec inscrit à l'intérieur de nous un niveau d'ambition qui est infiniment plus élevé. Donc c'est pas rien de s'embarquer dans l'existentiel. Tu comprends pourquoi tu as besoin des autres. C'est ce que je veux dire. Voilà, mais ça, on le reverra peut-être la prochaine fois. Ce qui m'intéresse là, c'est d'essayer du coup d'apprivoiser c'est quoi la structure émotive. Comment ça marche? Alors, c'est très simple. La première, c'est que je suis attiré par les choses bonnes. Alors, pas que les bonnes en réalité, les bonnes en apparence. Quand tu t'arrêtes chez McDo, tu n'es pas attiré par mais tu es attiré par quelque chose de bon. Qui peut être la nostalgie de ton enfance, la satisfaction immédiate par la quantité de sucre assimilé, le côté à l'américaine, tout ce que tu voudras, chacun sera attiré par des trucs variables. Mais si tu es attiré par l'attraction pour la nourriture, faut-il forcer les enfants à manger de tout? Un enfant a-t-il le droit de dire « ça, j'en veux pas parce que j'aime pas du tout » Alors là, tu peux y aller, il ne faut pas mettre les mamans autour d'un goûter, autour de ça, parce que c'est la guerre des gangs. Là. T'as celles qui sont pour la non-permissivité, t'en as pour ça, mais mon chéri, c'est comme tu veux. Voilà. Mais c'est là que ça commence. Le désir. Le désir, je vois bien que c'est l'attraction vers quelque chose qui me paraît bon. Qu'est-ce que ça veut dire qui me paraît bon? C'est l'attraction vers quelque chose qui contient en soi la promesse d'un mieux-être ou d'un plaisir, des fois, très simplement. Donc d'un mieux-être très élémentaire. D'un plus-être élémentaire. Hein, ce qui m'attire sensoriellement et qui réveille le désir, puisque la passion la plus élémentaire perceptible, c'est le désir. On va voir qu'il y en a une qui est plus profonde, qui est à l'intérieur du désir. Mais c'est le désir, je vois bien, c'est les choses m'attirent. J'ai froid, je suis attiré par le pull. J'ai chaud, je suis attiré par la douche. J'ai faim, je suis attiré par la nourriture. J'ai soif, je suis attiré par l'eau. J'ai tout, je suis attiré par l'air. Et donc, ce mouvement vers le bien, il est permanent. Donc, vous voyez bien, il y a quelque chose qui je ne me contente pas d'identifier que cette chose, parce que tout est bon en soi. La douche à 3 degrés, elle n'est pas moins bonne en plein hiver qu'en plein été. Elle a 3 degrés, elle s'en fout complètement la douche. C'est de l'eau, c'est bon l'eau. Se laver, c'est bon. Ah oui, mais la température en soi, ça veut rien. Ah oui, par rapport à mon corps. Et par rapport au ressenti, parce qu'il est à 37 degrés ton corps. Hein. Pourquoi ton corps à 37 degrés, il a besoin d'eau froide en été et qu'il a besoin d'eau chaude en hiver? Parce que je suis mieux, quand je suis réchauffé, ça m'évite de claquer des dents que si je prends une douche froide en plein hiver. Oui, mais tu pourrais peut-être aussi
découvrir les vertus physiques de la douche froide en plein hiver et de la douche chaude en plein été. Tu bois bien du thé chaud. Tu as des gens, ils ne boiront jamais de thé chaud en été. Parce qu'il y a quelque chose du conflit entre leur désir et leur perception qui fait qu'ils n'ont pas perçu en quoi ça pouvait leur faire du bien. Alors tu as des gens qui en ont fait l'expérience et qui disent non, moi je bois jamais froid en été. Parce que ça, au contraire, ça me réchauffe, ça me rafraîchit pas du tout. Et donc, vous voyez bien que donc ce mouvement d'attraction vers ce qui m'est favorable, précisément, le favorable m'attire. Et donc, en allant vers la chose, je vais vers me sentir mieux. Parce qu'à la fin de McDo, en fait, toi, tu vas moins bien, mais tu te sens mieux. Si tu as avalé, je sais pas trop quoi, une palanquée de petits fours, tu te sens mieux. Pas ton estomac, mais toi. Dans un deuxième temps, c'est l'inverse. Par la culpabilité, qui est une autre émotion, tu vas avoir le double d'amertume. Alors tu dis, j'aurais jamais dû manger les petits fours. Non seulement c'est mauvais pour ma santé, mais en plus ça développe ma culpabilité, voilà, et plus mon poids, donc c'est l'horreur. Mais sur le moment, tu avais oublié. Vous voyez, c'est très bizarre. Vous voyez bien que le subjectif, c'est ce que développera Aristote, la différence entre le bien apparent et le bien réel. Une réalité, elle peut être bonne à un niveau et mauvaise à un autre. C'est rare, il y a peu de réalités qui sont purement bonnes. Tu as des choses qui sont très bonnes et très agréables, mais à haute dose, elles peuvent avoir des effets secondaires négatifs. La solitude contemplative peut être géniale, sauf qu'après ça, tu retournes dans un supermarché, tu es en état d'angoisse et de sidération et de terreur pendant 3 jours. Tu es sous médicaments tellement tu as eu peur du nombre de gens et de l'agitation et de la folie qu'il y a là-dedans, parce que tu as passé 6 mois ou 3 ans en extase contemplative. Tu es dans la socialisation, tu fais du bien aux autres 24/24, tout d'un coup tu te retrouves seul et là tu es complètement angoissé d'être seul, parce que tu as tellement pris l'habitude à l'occasion de ta générosité charitable envers tous les pauvres, qu'en fait tu ne sais plus exister par toi-même. C'est pas simple. Donc vous voyez. Et donc c'est là que la perception de qu'est-ce qui relève de la perception passionnelle du bien, la sensation ne me dit pas comme telle que c'est bon ou pas bon. Je vous dis, le piment, ça peut être bon pour les uns, mauvais pour les autres. Donc, la cogitative, elle s'éduque par l'objectivation des émotions, chez l'humain. Les animaux, c'est pas la peine. Mais nous, on a besoin d'apprendre, oui, non, là, tu vois, là, tu as envie, mais tu n'en as pas besoin. Je fais ça très bien, c'est une fois une balade avec les frères. C'est un peu l'égoïsme, alors. Alors, oui et non, c'est l'égoïsme au bon sens du terme, parce que si j'ai pas le sens de moi, je suis vite mort. Donc c'est aussi le commencement de la découverte de l'amour de soi. Ah oui, parce que prendre soin de soi, c'est précisément réussir à discerner dans ce qui m'attire, ce qui est objectivement bon réellement pour moi. Alors il y a des choses que je vais me forcer à faire, je sais qu'elles sont bonnes pour moi, mais je les ressens jamais comme agréables. L'huile de foie de morue, 1 fois par semaine. Mais précisément, le but de la rééducation du désir, dans certains cas, c'est d'apprendre à apprécier, parce que même si sur le coup, ce que tu avales n'est pas bon au goût, tu peux percevoir dans ton corps qu'il est bon pour ton corps. C'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à manger mieux. C'est d'arrêter de manger comme on a envie, mais de manger comme mon corps en a besoin. Pas parce que le nutritionnisme l'a dit dans ma tête, mais parce que je perçois dans mon corps que ça, à ce moment-là, c'est approprié. Et à ce moment-là, ça l'est moins. Vous voyez ? Donc, la cogitative se rééduque avec une objectivation du désir. C'est normal que je sois attiré par ce qui me fait plaisir, sauf que en moi, des niveaux du plaisir, il y en a plein. Il y a le plaisir immédiat du sucre, et puis il y a le plaisir profond de la santé du corps. Si je n'apprends pas à orienter à privilégier le désir que mon corps a d'aller bien par rapport au désir purement gustatif, ou même plaisir, compensatoire, maladif, de compenser par du sucre mon état de manque, affectif, par exemple. Vous voyez, c'est ça.
Donc du coup, de voir que le désir est le moteur des émotions, c'est déjà énorme. Un humain, et d'ailleurs même un vivant apathique, est un vivant menacé de mort. Donc dans ton exemple de nourriture, pareil Oui. concrètement, si il faut que j'apprenne à avoir Oui. le plaisir de ce qui est bon pour moi et Oui. McDo, on va dire, mais en fait, si tu fais quelque chose qui est bon, de la nourriture qui peut être bonne pour le corps, c'est pas forcément le... Là, il y a le premier... C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis. Il faut apprendre à éduquer la perception agréable. Donc, il faut réveiller la passion de plaisir à un niveau plus profond. C'est évidemment plus compliqué d'avoir du plaisir de manger des choses bonnes qui sont moins immédiatement satisfaisantes au goût. Je n'ai pas dit mauvaises. Ah ben c'est tout à fait possible. Ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est ça l'auto-éducation, c'est-à-dire d'apprendre à mobiliser à ce que précisément le plaisir, pas simplement directement le plaisir spirituel d'ailleurs, hein, mais ceux qui coopèrent le plus à l'épanouissement de ma personne. Alors, ce qui coopère le plus à l'épanouissement de ma personne, c'est le bien-être organique. Eh bien, je peux apprendre, non pas à le savoir, mais à le percevoir. La joie de l'organisme d'être... Alors, bien sûr, cette joie de l'organisme ou ce plaisir de l'organisme d'être au maximum de lui-même peut être, abîmé, perturbé, parasité par la logique du manque. On est d'accord, c'est exactement comme de faire une super fête ou d'avoir une super célébration religieuse et tout d'un coup, tu as des types qui mettent du hard metal juste au mur d'à côté avec un énorme haut-parleur. Ben, c'est fini ta prière contemplative. C'est dommage. Tu avais prévu un super temps d'oraison et tu as le type qui arrive avec son petit machin et puis qui le met à fond la caisse. Tu as prévu un super anniversaire, mais manque de chance, il y a une panne d'électricité où le four a explosé et la cuisinière a manqué de mourir. C'est fini l'anniversaire. C'est quand même toujours ton anniversaire. Mais bizarrement, l'ambiance va être un petit peu... Même si elle n'est pas morte, hein, la cuisinière, elle a juste eu peur. Mais des fois, tu vas passer la soirée à rassurer la personne qui a eu très peur, plutôt que de fêter l'anniversaire. Voilà. Ça s'appelle les registres du désir. Alors quand vous dites ça s'apprend, mais ça s'apprend comment alors Empiriquement. Quoi ? Empiriquement. Alors évidemment, si je n'ai mangé que des choses qui me font... que parce qu'on m'a dit qu'il faut le faire, ou que je n'ai mangé que ce qui me faisait plaisir, pour compenser d'ailleurs le fait qu'on m'imposait des choses par ailleurs. Ben, une fois que j'ai réalisé ça, je vais apprendre, quand je mange quelque chose, déjà à le manger. À ne pas le dévorer, à ne pas me précipiter sur le plaisir gustatif, à comprendre que derrière le plaisir gustatif dans l'humain, il est fait au service du bénéfice de l'organisme. Parce que manger, c'est assimiler, on l'a vu, et normalement pour le vivant que je suis, assimiler, c'est au service de ma santé. Ben, je peux apprendre à le percevoir, ça. Mais c'est une question pour le coup, on revient à l'attention. C'est une capacité de polarisation récurrente de mon attention sur un domaine d'expérience. On peut être éduqué à l'art roman alors qu'on n'y connaissait rien, que ça nous ennuyait. On peut être éduqué à l'art moderne, on peut être éduqué à l'art contemporain, on peut être éduqué à la musique indienne, qui est très très répétitive. On peut être même éduqué à la musique dodécaphonique ou à la musique sérielle, des choses où tu as tout le temps la même note pendant 1 heure. Tu peux être éduqué à ça. Quelqu'un, tu apprends à le percevoir dans le bon... Il y a des gens, ils disent ouais, c'est ridicule. Mais est-ce que tu as pris le temps que quelqu'un t'apprenne à regarder? Tu vois un truc de Picasso, tu dis elle a les yeux dans les coins. Voilà. Et donc, où tu dis Caravage, mais c'est obscène, c'est complètement sensuel, ça n'a rien à voir avec le christianisme. D'ailleurs, on voit bien que ce type n'était pas clair. On peut faire la même chose avec Michel-Ange. Voilà. Ou Rubens, il y a de la graisse partout. Non mais sérieux. Moi, j'ai mis du temps avant d'aimer Rubens. Et c'est parce que j'ai entendu quelqu'un en parler, j'ai même vu à Avignon une pièce de théâtre qui était extraordinaire, où toute la pièce d'ailleurs était face au tableau. Et j'avais jamais pris le temps de regarder Rubens. J'avais pas du tout compris qu'en fait c'est pas du tout primaire. Son but n'était pas de mettre le maximum de kilos sur la toile. C'était pas du tout ça, c'était précisément l'épanouissement du corps, qu'il y a quelque chose du corps qui est dans sa plénitude. Donc, ils sont pas gros, ils sont pas squelettiques, ils sont non squelettiques les gens de Rubens. Nous, plus c'est squelettique, plus c'est beau. Bah, tant mieux pour toi. Voilà, donc c'est pour dire que c'est ça l'éducation. Mais là, c'est une éducation plus élémentaire. Normalement, un bon nutritionniste d'ailleurs, ou quelqu'un qui te conseille bien, il ne va pas te dire ce qu'il faut que tu fasses. Il va te dire, apprends à percevoir. Voilà. J'ai une question, est-ce que c'est pas une question, l'éducation, c'est pas aussi une question
d'immédiateté et de différer le plaisir. Voilà, c'est ce qu'on va voir sur les passions. C'est exactement ce qu'on va voir là. C'est que le désir, il n'y a pas que le désir, il n'y a pas désir-jouissance. Voilà. Désir-jouissance, c'est la structuration. La plupart du temps, c'est ce qu'on laisse les enfants vivre. Les tout petits. Tu veux boire, tu bois. On va te donner à manger. Parce qu'il y a une urgence. Que tu es un bébé. Manifestement, tu vas aller très mal, tu m'as pleuré si tu n'as pas mangé. Jusqu'où faut-il répondre de manière immédiate? Jusqu'où faut-il différer? Alors, tu as les familles qui disent non, moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Il pleure toute la soirée, il hurle. D'ailleurs, on a l'impression qu'on l'a égorgé 3 fois, mais c'est pas grave, ça lui passera. Puis tu as les mamans, dès que tu as l'enfant qui fait alors là, c'est fini, on remobilise tout le monde, on ferme vous voyez, on sécurise le périmètre et on s'occupe de mon pauvre petit chéri, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et effectivement, la question, elle est là. C'est-à-dire, comment j'éduque? Parce que précisément, quand je regarde de près, dans la vie d'un vivant développé, déjà un animal, il n'y a pas de désir-satisfaction. Ça n'existe pas. Quel est l'animal? Même l'escargot, même la limace, il n'y a pas. Il n'y a aucun animal chez qui, c'est très bizarre, l'animal se déplie, le désir, en fait, emmène l'animal au-delà de lui-même. Si vous regardez de près. Le désir t'emmène ailleurs. Pourquoi? Parce que le désir, c'est déjà la relation à l'autre, en fait. La sensation, c'est l'autre que tu prends chez toi. Le désir, c'est toi qui vas chez l'autre. Alors, pour l'obtenir, peut-être. Mais tu vas chez l'autre, tu te déplaces. C'est pour ça, d'ailleurs, que d'avoir tout ce dont j'ai besoin à domicile, c'est la meilleure précipitation vers la régression. Tu as tout ce dont tu as besoin sous la main. Ça prouve que tu vas vraiment pas bien du tout spirituellement. Parce que tu n'es plus en état de sortie de toi. Alors inversement, ceux qui n'ont rien de ce qu'il leur faut sous la main, et d'ailleurs pour eux, leur seule ivresse, c'est précisément de souffrir, ça ne va pas beaucoup mieux non plus. Hein. Mais le workaholisme, ça peut être comme ça. Tu es tellement valorisé par ton boulot que de toute façon, cette valorisation par le travail compense progressivement tout ton manque affectif. Et tu fais un burn-out massif parce que tu t'aperçois qu'en fait, tu es totalement utilisé. Donc cette valorisation, elle était purement artificielle, et que toi, en fait, tu vaux rien, tu es simplement utilisable. Voilà, donc c'est pour dire en tout cas que le désir, c'est l'attraction. Et on va voir que cette attraction, elle a comme revers la répulsion. Il y a ce qui m'attire, il y a ce qui me répulse. Et donc, de nouveau, vous voyez bien, ça s'appelle émotion, parce que c'est en mouvement. Passion, parce que la chose a un effet sur moi massif. D'accord ? Tu ouvres le frigo, il y a plein de moisissures sur le plat, voilà. Au contraire, tu sors du four et ça a exactement la tête que tu avais toujours rêvé, tu te précipites dessus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le désir, il y a une passion plus primaire. Alors, traditionnellement, on l'appelait l'amour, mais comment dire ça? C'est une espèce d'empathie. C'est l'empathie primaire. Le désir vient d'une empathie primaire, ou non? J'allais presque dire, il y a un mouvement de moi vers la chose, comprenez bien, quand elle m'apparaît sympathique, quand elle m'apparaît favorable. Avant que le désir me mobilise vers la chose, elle m'a déjà atteinte. Il y a un impact fondamental de la chose sur moi. Ce moment d'impact, c'est ce qu'on appelle... bon, alors le mot amour va pas bien, mais c'est quand même la source de l'amour, de l'expérience d'aimer. C'est-à-dire que oui, c'est ça, on pourrait dire, moi j'appelle ça une empathie primaire. L'apathique est un déçu du désir. Parce que vous avez des gens qui sont volontaires. Faire la gueule, c'est être volontairement. C'est tenter de se mettre. Tu as mille manières derrière les gens qui font la gueule. Tu as ceux qui sont en colère noire, tu as ceux qui cassent les pieds à tout le monde, tu as ceux qui manipulent tout le monde, et puis tu as ceux qui sont dans ils font presque pas la gueule tellement ils veulent plus rien, ils savent plus rien. Mais en fait, derrière ça, c'est une déception du désir. Mais il y a toujours encore de l'empathie. C'est impossible de supprimer l'empathie. Aristote disait, sans empathie, tu meurs.
Tu peux pas, pour le coup, c'est instinctif. Tu as, tu as un mouvement vers le vivre. Ensuite, la difficulté, c'est que précisément, il y a une distance entre cette empathie primaire et l'objet. Et c'est là que ça va jouer. C'est une chose d'aller vers l'objet pour l'obtenir, c'est autre chose la distance qu'il y a entre moi et l'objet. Alors, des fois, la distance entre moi et l'objet, elle est tellement grande que du coup, je choisis des objets secondaires plus proches. Comme tu n'arrives pas à rejoindre l'autre, ben, pas grave, tu vas au resto. Ou tu vas rigoler avec des potes au café. Ou tu vas... voilà, n'importe quoi, tu vas jouer au boule, tu sors ton téléphone, tu regardes le WhatsApp familial et tu commences à bavarder pendant 2 heures. Parce que ça te semble inatteignable. Vous voyez, donc c'est très bizarre. Parce que le désir, il s'exerce plus... L'objet du désir est un objet qui va me permettre un épanouissement profond de ma personne, plus il est en fait exigeant. Et donc il n'est jamais immédiat. Aimer quelqu'un, ça ne peut pas être immédiat. Consommer la présence sensorielle de quelqu'un, c'est tout à fait possible. Fais-moi un câlin, tiens-moi chaud. Mais rejoindre quelqu'un, vous voyez, être enrichi par la personne de l'autre, c'est un énorme chemin. Voilà. Et donc le désir, c'est très bizarre. À la fois, il me meut vers la chose, mais il met à jour la distance intentionnelle qu'il y a entre moi et l'objet du désir. C'est-à-dire l'objet qui me promet. Et alors, c'est vrai que c'est très étonnant. Je n'ai pas non plus à dire, oui, de toute façon, l'objet le plus élevé de mon désir est nécessairement le plus difficile à atteindre. Ça, c'est le stoïcisme. Et il y a un stoïcisme chrétien. C'est pas vrai. Exister et vivre, et les moyens pour exister et vivre, tu les as gratis 24 heures sur 24. Te réjouir d'exister, c'est un bien suprême. Tu n'as rien à faire pour. Il est là. Il faut juste que tu ne laisses pas les faux objets prétendument plus proches. Non, il n'y a rien de plus proche que la joie d'être. Il n'y a rien de plus proche que le plaisir d'exister. Tu l'as à volonté. Mais on ne te l'a jamais dit. Donc toi, tu passes ton temps à viser des objets inatteignables et à compenser par des objets proches. Super la vie. Donc toi, tu veux aimer Jésus-Christ crucifié et tes frères et tes sœurs, surtout ceux qui sont les plus pénibles, et embrasser tous les lépreux de la terre. Moralité, ok, tu fais ça 2 heures par semaine et le reste du temps, tu es dans ton drame, dans ton confort, dans la souffrance de tes manques, mais que tu essayes de mettre en scène comme si c'était méritoire. Enfin, tu peux t'organiser toute une vie fausse comme ça. Mais est-ce que tu as pensé à profiter de la joie d'exister ? Est-ce que tu as pensé à profiter de la joie d'avoir une santé ? Ah oui, mais j'ai mal aux pieds. Oui, d'accord, mais le mal de pied, c'est 0,01% de ta santé. Est-ce que tu as pensé à rendre grâce pour tous les autres pourcents ? Fais le bilan de tout ce qui va bien dans ton organisme. Ah, tu vas me dire, oui, mais ça, c'est intellectuel. C'est vrai. Après ça, ce qui est plus difficile, c'est de mobiliser mon désir vers ce bien qui est d'être pleinement à l'intérieur de moi-même et de mon organisme. On ne m'a jamais appris à faire ça. On m'a désigné les objets du désir. Et c'est comme pour la nourriture. Tu dois redécouvrir ce qui est objectivement, subjectivement bon pour toi, en profondeur. Et donc, c'est pour dire, je dis ça parce que, alors, en plus, la vie chrétienne, c'est le top niveau. Parce que là-bas, tu n'as rien à faire. Tu as la béatitude éternelle qui débarque en toi. Je ne sais pas si tu vois, ça s'appelle le baptême. Donc après ça, il ne faut pas me gonfler sur le fait que la vie, c'est essentiellement faire des efforts. Hein. C'est totalement faux. La vie, c'est profiter de ce qui t'est donné. Alors, c'est pas de te précipiter de nouveau, de profiter des objets secondaires directement accessibles parce qu'on t'a dit que les objets profonds, réels, étaient inaccessibles. Non, c'est de profiter déjà du réel qui t'est donné, sans condition et qui est parfaitement accessible. Alors bizarrement, c'est très étonnant, parce que quand je prends la joie d'être, ça ne me rend pas... vous voyez, je ne me transforme pas en limace, quoi. Alors que si tu es avec tes chats, ton frigo, ta retraite
et ton Netflix, très vite tu deviens une limace. Hein. Non mais sérieux. C'est l'enjeu des EHPAD. Hein. Est-ce que c'est un élevage de limaces ou est-ce que c'est une porte du ciel? Non mais sérieux, c'est toute une manière de gérer les choses, toute une manière de vivre, c'est comme une école. Hein. Et donc, ce qui est bon, c'est de s'apercevoir de cette... donc il y a deux manières, d'ailleurs c'est très étonnant, par exemple, il y a deux manières de vivre le désir. Où tu vis le désir dans la mise en scène du drame, de la distance qu'il y a entre toi et l'objet. Il faut entendre que j'attende encore 6 mois avant de pouvoir m'acheter une nouvelle paire de chaussures ou une voiture. Il va falloir économiser pendant 10 ans. D'accord? C'est une manière, ça, de vivre le désir. Tu vis le désir, à la lumière, tu prends la distance comme finalement la privation de l'objet. Non. La distance, c'est une promesse avec... tu diffères l'obtention de l'objet. Mais bizarrement, si tu vis déjà le fait que cet objet que tu n'as pas encore obtenu, il est déjà en train de te mouvoir de l'intérieur, alors tu anticipes. Tu peux vivre le désir comme une anticipation de l'objet. Mais encore faut-il qu'on t'ait réveillé là-dessus. Ça s'appelle tu te convertis là-dessus. Tu passes du désir centré sur le manque au désir centré sur la promesse. Ça fait du fantasme? Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, quand on est chrétien, sûrement pas, mais même humainement. Même humainement. Précisément, de me mobiliser vers le fait que je puisse arriver à être heureux d'être. Tout le monde peut arriver à ça. Le tout, c'est, finalement, ça peut prendre du temps. Le tout, c'est que si j'entrevois que je vais y arriver, ben, je vois qu'il y a déjà quelque chose en moi. Je n'arrive pas encore à vivre pleinement de la joie d'être moi-même, mais le fait même de me mobiliser vers ça, ça réveille déjà ce qui en moi le rend possible. Mais encore faut-il, et on y vient à ça, qu'il faut, parce que du coup, chez les animaux qui n'ont pas été traumatisés par l'impossibilité d'atteindre leur fin, il n'y a pas seulement le désir. Pour aller du désir à l'objet, il y a le mouvement par lequel l'animal, le vivant, se projette, hein, qu'on appelle l'audace, l'impulsivité, comment l'appeler? L'espoir. L'espoir, j'ai trouvé un autre mot. La mobilisation du désir. C'est-à-dire qu'il y a le désir et puis tu peux... comment dire ça? Il y a une phase B où tu fais tiens le désir. Le désir, il se réveille, mais même l'animal, on voit bien, l'animal, il peut embrayer sur le désir. Il se met à courir, à aller vers l'objet, à développer une stratégie pour l'obtenir. D'accord? Donc tu ne te contentes pas du désir, tu te mobilises vers l'objet du désir. Ça, c'est la phase B de la même émotion. Amour, désir, mobilisation du désir. Espoir, mouvement vers l'objet. Et puis après ça, il y a face au risque. Ça va s'appeler l'audace, qui est le fond du courage. Hein. Tu n'as pas de courage si tu n'as pas d'audace. L'audace, c'est que précisément, tu anticipes affectivement la possibilité de l'obtenir dans la difficulté. Hein, l'audace, c'est l'énergie qui te permet de traverser la difficulté en maintenant l'espoir. L'animal est capable de faire ça. Un animal est capable de persévérer. Vous voyez, la persévérance, ce n'est pas un choix spirituel chez l'animal. C'est un mouvement vital. Oui, on peut dire que c'est un mouvement émotionnel qui, évidemment, repose sur l'attraction du bien. Vous voyez bien, tout repose sur l'attraction. Alors nous, c'est compliqué parce que nous, on peut être cassé à tous les niveaux, mais pas un animal. Parce que les animaux n'ont pas tous en mémoire la mémoire de toutes les expériences possibles. Donc il y a des moments, tu vois, l'animal, il est à la limite de ses capacités. Tu as des chats qui se ratent en voulant sauter du 2e étage, ils n'ont pas bien... Et puis tu en as... Donc il y a des moments où tu as une prise de risque, on va dire ça comme ça. C'est très étonnant, l'appréciation. Et tu vois bien que ce qui va faire que l'animal prend le risque, alors ça peut être lié aussi au fait qu'il a eu déjà une expérience négative, hein, chat échaudé, crâne eau froide. Et donc tu peux... mais c'est très étonnant, cette espèce de capacité qui fait que tu mises à la fois sur ta capacité et sur l'attraction de l'objet. On a fait ça une fois dans notre vie, mais vous ne vous souvenez pas. Quand on a marché tout seul pour la première fois. C'est une expérience hallucinante. Avant, alors,
Il y a les prudents, hein, tu sais, qui ont rampé par terre le plus longtemps possible, à quatre pattes le plus longtemps possible, appuyé dans les bras de maman le plus longtemps possible, appuyé sur les mains de papa le plus longtemps possible, qui à la fin, avec un minimum de risque, quand vraiment il y a les gens qui commencent à lui dire ça suffit, tu vois, nous on peut parfaitement s'en sortir, et s'y sont mis. Et puis t'en as, première fois, ils y vont, bam, ils se ramassent, ils se relèvent, ils recommencent. Incroyable ça. Ça c'est de l'émotion, ça c'est de la passion. Alors d'ailleurs, t'en as, ils l'ont fait pour la marche, mais après ça, c'est fini, ils l'ont plus jamais fait. T'en as, ils te pètent très bien, puis la prise de risque. Les gens qui sautent de la montagne juste avec un grand pyjama flottant, là. Wingsuit. Juste avec un pyjama flottant, il faut quand même le faire. Est-ce que, par exemple, je sais pas, pour la marche, je me rappelle pas, mais est-ce que là, quand tu dis tu vas marcher, tu vas te lever, mais est-ce que tu n'as pas des fantasmes qui disent quand je serais marché, je ferais ça. Mais tu vois, ça, c'est pas la bonne. Oui, mais précisément. Alors, chez l'enfant, quand on regarde de près, en fait, il y a un double mouvement. Il y a le mouvement, il y a le désir, et puis il y a le fait qu'il perçoit, pas consciemment, hein, mais il perçoit la richesse du mouvement local, c'est-à-dire de pouvoir aller vers l'objet, d'aller lui-même obtenir. Ce qu'il a parlé d'obtenir, parce qu'il va pouvoir grimper, il va pouvoir obtenir, donc il y a toute une éducation de l'enfant à le rapport à l'objet du désir. Et l'objet du désir, ça peut être aussi bien d'ailleurs de la confiture dans le frigo, un cadeau d'anniversaire ou un gros bisou de son papa. C'est comment dire ça? Là encore, et je ne peux pas déterminer ça à l'avance, parce qu'il y a le mouvement de l'enfant, le désir, tu ne peux pas l'inventer chez l'enfant, mais tu peux privilégier, doser, accompagner. Et d'un enfant à l'autre, c'est complètement différent. Comprenez bien, la géographie des désirs, donc la géographie de l'épanouissement de sa personne à travers son caractère, c'est ça dont je suis en train de parler. Comment tu assumes ton caractère, c'est-à-dire la géographie émotive qui est la tienne, pour y développer ta personne. C'est ça ce à quoi tu essaies d'aider l'enfant. Mais tu perçois toi-même que progressivement, la géographie de l'enfant. Si déjà tu as perçu la tienne, sinon en fait tu vois pas que l'enfant il ne fait que réagir à toi. Il est très gentil avec toi parce qu'il a très très peur de toi. Il fait tout ce que il est gentil comme une image, tellement il a peur, c'est sûr. Puis il sourit parce que s'il te montre qu'il a peur, il va se prendre une tarte. Qu'un garçon ça n'a pas peur. Voilà. Non mais c'est parce qu'évidemment il est astucieux, un enfant très intelligent, donc il joue. Enfin il joue, pas consciemment, hein. Donc l'espoir, ensuite vous avez l'audace, et puis alors vous avez, dans l'espoir, vous avez la réactivité, c'est très touchant, c'est la réactivité face à l'échec, ça s'appelle la colère. Parce qu'une fois que tu as fait tout ça, tu t'es mobilisé, ça s'appelle la protension, tu vois, tu t'es mobilisé intentionnellement vers un objet à travers un parcours exigeant. Tu arrives et là on te ferme la porte, on dit messieurs je suis désolé, c'est il y a 30 secondes la fermeture de la porte de l'avion. Et là, tu te mets à maudire la planète, Lufthansa, l'hôtesse de l'air. Tu t'en prends à la pauvre hôtesse de l'air, qui ne fait qu'obéir au commandement. Et après ça, tu maudis tous les gens qui t'ont empêché d'eux, puis à la fin, tu finis par te maudire toi, puis à la fin, si tu es honnête, tu vas jusqu'à maudire Dieu. Mais ça, tu évites de le faire, ce qui n'est pas malin d'ailleurs, parce que lui te dirait, tu pourrais te calmer 2 minutes, quand même, c'est qu'une porte qui ferme. Ça s'appelle la colère. C'est bizarre ça, c'est le turbo de l'espoir, la colère. Le turbo de l'audace. C'est quand l'audace n'a pas réussi et poum. Et là, bizarrement, ça fait comme le turbo, ça double l'énergie. C'est très bizarre, ça. Et donc, c'est très étonnant, c'est l'affirmation du sujet dans la colère. Parce qu'évidemment, pourquoi tu réagis? Parce que c'est ton bien. C'est très étonnant, chez l'animal, il y a une noblesse dans la colère. Je pensais au jeu, parce que le jeu chez l'animal oui. Et chez l'être humain, c'est quelque chose de fondamental. Tout à fait. Eh bien, le jeu, il n'est possible chez l'animal comme chez l'humain que sur la base d'une domestication élémentaire des passions, des émotions. Si tu n'as pas de domestication des émotions, tu ne peux pas jouer. Par contre, le jeu est aussi un terrain d'apprentissage de l'émotion. C'est les deux. Tu ne peux pas uniquement éduquer l'enfant par le jeu, mais le laisser jouer, c'est le laisser précisément apprendre les possibles et les impossibles. C'est très étonnant d'ailleurs. Oui, mais même chez l'animal, hein, il y a quelque chose comme ça. C'est découvrir les limites. Voilà, c'est découvrir des limites. C'est en fait, tu mets en jeu ta vitalité passionnelle
et tu essayes d'en percevoir les contours. C'est un apprentissage de la perception des contours. Et c'est vrai que, alors, on le sait bien, on voit dans le jeu des fois des gens qui sont très bien éduqués, mais alors au moment où ils jouent, ils détestent perdre. Alors là, ils deviennent tout à fait, c'est une autre perte. Tout d'un coup, tu t'aperçois que le petit gamin bien sage, là, il est absolument furieux d'avoir perdu. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait que la moitié. Hein. Bon, je pense qu'il faut prendre le temps. Tant pis si on le fera. Donc, on se retrouve une autre fois. Donc, c'est pas le premier dimanche, puisque le premier dimanche, c'est le 2 novembre. Donc, on se retrouve le 9 novembre. Et ça sera la dernière conférence de ce cycle-là. Bon, voilà, on avancera, mais je pense qu'on ne peut pas aller plus vite, parce que vous voyez bien que même si une thérapie peut être utile, à la fin, une thérapie, c'est fait que pour favoriser l'auto-éducation de soi. Oui, parce que c'est une thérapie, c'est quelqu'un qui m'accompagne dans l'auto-éducation de moi-même. Donc dans l'apprivoisement de ma géographie émotive. Donc il faut bien qu'on le fasse. C'est ce qu'on fait là, ça s'appelle la psychologie philosophique. Voilà. Je me suis dit que ça valait le coup, même si on travaillera l'année prochaine la spécificité humaine.